Tu as quelques exemples de ce qui va concrètement être en place à partir de février 2025? Ouais. Alors à partir de février 2025, ce qui va être en place, c'est les IA interdites. L'innovation, c'est utilisé par les gentils comme les méchants. L'AI Act, ouais, il est hyper compliqué. L'innovation, c'est un peu comme le sport. Tu vois, là, on a un nouveau sport. Tu vois, disons qu'il y a, c'est un nouveau sport. Ben, le sport, c'est génial, mais quand il n'y a aucune règle, ça dégénère vite. Clara, Hello Thomas, comment tu vas? très bien et toi? Super, je suis trop content de t'accueillir dans ce podcast parce que tu es une experte des sujets IA avec un angle qui est hyper important, mais je vais te laisser te présenter, ça sera beaucoup plus efficace. Merci beaucoup, moi aussi je suis trop contente de participer et du coup je suis avocate en IA et je travaille dans le domaine de l'IA depuis une dizaine d'années et j'ai commencé par travailler à Londres dans une legal tech, c'est-à-dire une start-up dans le droit qui crée toujours d'ailleurs des systèmes d'analyse de contrats. Du coup, je travaillais avec les devs et les data scientists sur ces projets-là, donc vraiment côté technique, quoi, pas côté juridique. Et après, je suis rentrée en France, j'ai travaillé en cabinet, j'ai travaillé en start-up, toujours dans les domaines d'IA. Et du coup, j'ai décidé de monter mon cabinet là, il y a quasiment un an. Ok, qu'est-ce qui t'a fait passer le pas de vouloir te spécialiser là-dedans? En fait, je suis un peu tombée dedans. Enfin, tu vois, quand j'étais à Londres, c'était mon premier taf. Ouais. Et je suis un peu tombée dedans comme ça parce que je voulais travailler en start-up, je voulais travailler en legal tech. Et il y avait un petit appel d'air d'IA à ce moment-là avec des nouveaux projets. Du coup, j'ai rencontré les founders de cette boîte. On s'est bien entendu et on a travaillé ensemble. Et en fait, j'ai découvert un peu l'IA à ce moment-là. Et ça m'a passionnée, je trouve ça hyper intéressant, autant de ce que ça pouvait amener sur le plan juridique, mais les changements aussi que ça pouvait apporter sur la société. Et je me suis dit que je voulais absolument continuer dans ce domaine-là. En plus, si tu veux, en tant qu'avocat ou que juriste, c'est une compétence qui commence un peu à se démocratiser, mais qui était hyper rare à l'époque. Enfin, tu vois, il y avait personne qui faisait ça parce que ça s'apprenait pas à la fac. Ouais. Et donc, il fallait vraiment rentrer dans le cœur du sujet et travailler dans une boîte qui faisait de l'IA. Mais ce que tu dis sur l'impact sur la société, je trouve que c'est le fait de toutes les innovations. Moi, c'est ce qui me fait kiffer aussi, c'est que en fait, tu as quelque chose de nouveau, il faut apprendre à l'utiliser, savoir comment ça fonctionne. Ça a un impact sur le business, alors pour toi, sur le juridique. Et en fait, c'est aussi hyper cool et exaltant de voir qu'en fait, ça a un impact globalement sur le monde qui nous entoure, quoi. Ouais, complètement. En fait, si tu veux, déjà, le droit, t'en as partout dans tous les pans de la société. Et ça a un impact sur comment est-ce qu'une société agit, réagit, se comporte. Et l'IA aussi, finalement, parce que on l'utilise de plus en plus dans tous les domaines. Et du coup, avoir les deux, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, l'un et l'autre se shape dans le sens où l'IA, tu peux l'utiliser pour des trucs hyper cool. Tu peux aussi l'utiliser pour des choses qui peuvent être catastrophiques ou hyper dangereuses. Ouais, l'innovation, c'est utilisé par les gentils comme les méchants. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, venir encadrer et venir un peu dire genre, ok, ça c'est cool, ça c'est cool, tu vois, genre un peu tech for good. Et on évite, on veut pas ça dans une démocratie, c'est hyper intéressant. Et tu peux nous expliquer un peu du coup ce que déjà ton entreprise et ce que vous faites? Ouais. Alors, cabinet d'avocats dans l'IA, ça veut dire que on accompagne des entreprises, que des entreprises, qui soit en fait leur cœur d'activité, c'est vraiment de faire de l'IA, et du coup elles ont un besoin pour développer un nouveau produit, le développer de façon conforme, donc soit conforme au RGPD, parce que on en parlera sûrement, mais c'est un gros point, soit conforme à l'AI Act qui est en train d'entrer en vigueur. Aussi, en termes de conformité, il peut y avoir de la propriété intellectuelle, c'est pas vraiment de la conformité, mais des enjeux de propriété intellectuelle et beaucoup d'enjeux contractuels. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on les accompagne. Et ça peut être aussi des boîtes qui ont le cœur de leur activité, c'est pas de l'IA, mais en fait elles vont utiliser de l'IA soit pour certaines de leurs activités, soit parce que elles vont développer un produit ou une fonctionnalité qui va utiliser de l'IA. Et pour les experts IA qui font du conseil, donc moi je l'ai découvert avec toi, mais sachez que vous n'avez pas le droit de donner des conseils légaux quand vous n'êtes pas avocat. Donc en fait, vous avez besoin d'entreprises comme la tienne pour pouvoir, ou en tout cas, vous avez besoin d'avoir un pendant d'une entreprise légale qui va faire ce travail-là, parce que
en tant qu'entreprise de conseil, nous, on n'a pas le droit de donner des conseils légaux aux entreprises. Ouais, en fait, en droit, pour les avocats, il y a le monopole, il y a un monopole, c'est-à-dire que c'est les seuls qui peuvent donner des conseils juridiques et représenter aussi en justice, tu vois, aller dans le tribunal. Alors, pour aller dans le tribunal, effectivement, n'importe qui va pas y aller parce que c'est plus impressionnant, mais pour les conseils juridiques, tu as aussi ce monopole qui s'applique et tu peux pas conseiller, tu vois, donner un avis juridique donner un avis, enfin bref, donner un conseil plutôt et dire bah là, moi la façon dont j'interprète la loi ou le règlement, c'est de telle et telle façon, donc je vous conseille de faire ça. Ok. Moi, le premier sujet que j'aurais voulu voir avec toi, c'est qu'on parle un petit peu de l'IA Act, parce que ça fait un moment que ça a été initié. Ça va bientôt, je crois, être mis en place, mais c'est encore une nébuleuse qui n'est pas totalement claire. Première question, peut-être, c'est qu'est-ce que l'IA Act? Ouais. Alors, en fait, l'AI Act, c'est vraiment un règlement européen. C'est-à-dire que c'est un texte qui va s'appliquer dans tous les pays de l'Union européenne. Ça permet du coup de créer un peu un ensemble de règles qui vont être les mêmes en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne. Et du coup, de créer un marché commun de l'intelligence artificielle aussi en Europe. Tu veux que je t'explique comment fonctionne le règlement, où on en est? Ouais, je veux bien. Alors, là où on en est, donc il y a eu des discussions pendant plusieurs années au niveau européen avec le Parlement, la Commission, qui se sont mis d'accord finalement sur un texte qui a été voté, qui est entré en vigueur en août 2024, donc il y a quelques mois, et il y a plein de mesures différentes qui vont entrer, elles, en application, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment devoir être respectées par les entreprises qui travaillent dans le milieu de l'IA, un peu au fur et à mesure. Là, tu vois, la première échéance, c'est en février 2025. Okay. Et puis après, ça s'étale un peu dans le temps. Les plus grosses échéances, c'est du coup entre février 2025 et 2027. Et puis après, il y a un peu des dispositions jusqu'en 2030. L'idée, c'est de se dire, en fait, le règlement, on en parlera après, mais il est hyper dense. Et du coup, il n'est pas possible, en un claquement de doigts, de se mettre en conformité. Le fait que ce soit étalé dans le temps comme ça permet de laisser du temps pour les entreprises, pour qu'elles puissent mettre en place les process, la conformité, la documentation, etc. Tu as quelques exemples de ce qui va concrètement être en place à partir de février 2025? Ouais. Alors, à partir de février 2025, ce qui va être en place, c'est les IA interdites. En gros, le règlement... Ça fait peur. Ouais. Le règlement, c'est vraiment un règlement qui est basé sur les risques de l'IA et qui encadre les IA en fonction des risques. Donc, il n'y a pas il y a un petit peu sur certains points un encadrement technique en fonction des capacités ou en fonction du type d'IA, mais principalement c'est en fonction des cas d'usage. Donc par exemple, il y a les deux gros aspects, pas les seuls, mais c'est les deux principaux, c'est les IA interdites et les IA à haut risque. Les IA interdites, c'est interdit, on n'a pas le droit d'y toucher. Tu as des exemples d'IA interdites? Ouais, par exemple, tu as les IA qui sont des IA pour faire de la notation sociale. Un peu, tu vois, comme... pour des finalités de notation sociale. Un peu comme le modèle chinois. Et là, c'est clairement... Le fait de le mettre dans les IA interdites, c'est clairement une façon de se positionner pour dire, OK, on n'a pas envie de partir dans une dérive. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont interdites. C'est des IA au service de ce cas d'usage qui sont interdits. Exactement. Okay. Ça va juste être le cas d'usage. Okay. Donc, tu as ça. Tu as aussi des IA qui, par exemple, permettent de manipuler les personnes qui vont être interdites. Tu as des exemples de ces IA-là que tu as vu passer en France ou des projets qui ont commencé un peu? Ouais, alors par exemple, il y a un autre cas, c'est des IA, c'est faire du moissonnage de données sur Internet. Donc, c'est-à-dire prendre, par exemple, tous les visages et toutes les visages, enfin, les images et les vidéos de personnes pour faire une base de données de gens qui permettent après, par exemple, au service de police de rechercher un suspect par rapport à cette base de données et d'avoir des infos sur lui. Okay. Ça, c'est une boîte qui fait ça déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle Clearview. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais, si, bien sûr. Ouais. Et du coup, qui a été interdite en France et en Italie par les autorités de protection des données, c'est-à-dire la CNIL française et le pendant, enfin, un peu la CNIL italienne, parce que justement, c'était interdit au niveau du RGPD. Et là, pour l'interdire encore plus ou en fait remettre le sujet sur la table, ça fait partie des IA interdites par les AI Act. Ok, donc IA interdite sur tout un tas de cas d'usage à partir de février 2025. C'est ça, et là il y a une liste dans le règlement. Il y a des choses un peu farfelues ou des choses au contraire, tu dis ah ouais c'est bien que ça soit interdit ça Non, alors farfelu non. Pas farfelu, parfois il y a des choses où tu pourrais avoir envie que ça soit un peu plus, qu'ils aillent un peu plus loin dans l'interdiction. Par exemple, tu as des interdictions
vidéosurveillance algorithmique en temps réel. En gros, c'est pouvoir suivre quelqu'un dans la rue avec une caméra et matcher en même temps son identité. Ok. Tu vas pouvoir identifier. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit dans une certaine proportion. C'est-à-dire que Ok. en temps réel, c'est interdit, sauf certains cas, tu vois, par exemple, pour rechercher des personnes disparues, etc. Et c'est un peu... On aurait envie que ce soit un peu plus large, pour que ce soit vraiment interdit dans tous les cas, ou en tout cas de façon plus claire et plus précise, parce que là, ça laisse encore pas mal de possibilités. C'est que le temps réel qui est interdit? C'est que le temps réel, Ok. ouais. Et là, tu te mets là exactement le doigt sur un truc, c'est que c'est que le temps réel qui est interdit. Et tu sais pas à partir de quel moment on passe en temps différé. Est-ce que c'est 1 seconde? Est-ce que c'est 10 secondes? Ouais. Est-ce que c'est 3 heures? Enfin, tu vois. T'as des cas d'usage, moi qui viens un peu du milieu de la publicité digitale, tu vois, t'as des entreprises qui font de la publicité digitale dans la rue en fonction des audiences. Ouais. Si demain elles ont accès à la donnée des gens qui passent, elles peuvent faire encore des meilleurs segments. Et donc en fait, avoir un impact direct sur notre vie parce que tout va être de plus en plus ciblé, hyper fort. Et ça par exemple, c'est possible. Ouais, parce que là, l'interdiction dont je te parlais, c'est à des fins répressives. C'est plus par, tu vois, Ok. plus côté policier. Donc à part les IA interdites, en février 2025, t'as d'autres choses qui vont rentrer en vigueur? Alors, en février 2025, c'est principalement les IA interdites, mais après, dans le temps, il va y avoir d'autres mesures qui vont entrer en vigueur. Et par exemple, toutes les obligations qui vont s'appliquer aux IA au risque. Ok. Les IA au risque, elles sont définies par l'AI Act. Tu as un peu deux façons de les identifier. Une première, c'est une liste qui fait référence à des directives. Là, Ok. par exemple, tu vas avoir des IA qui sont liées à des jouets, à des véhicules, à des dispositifs médicaux. Et après, tu as une autre liste en parallèle qui existe pas mal de cas d'usage et d'environnement, tu vois, Ok. dans lesquels il y a des IA qui peuvent être considérées comme des IA à haut risque. Et là, par exemple, tu vas avoir des IA dans le domaine de l'éducation, de la formation, du recrutement. Ok. Ouais, donc au final, c'est encore assez light finalement en termes d'application pure de l'IA Act. C'est-à-dire qu'en fait, il laisse du temps. Il y a Ouais, du temps ok. parce que en vrai, c'est long à mettre Ouais. en place. On n'a pas parlé des obligations, mais il y a beaucoup d'obligations. Ouais, on va en parler un Ouais. peu pour les entreprises. Et avant ça, en fait, je voulais qu'on fasse un peu une Q&A où je te pose Ouais. des questions parce que moi, il y a plein de questions qu'on me pose ou que mes clients me posent où les gens savent pas trop ce qu'ils ont le droit, ce qu'ils n'ont pas le droit. Une première question un peu qui revient souvent, c'est je crée une image sur Midjourney. Ouais. L'image, j'ai le droit de l'exploiter commercialement? Elle m'appartient pas? Ouais, alors en fait, en fonction de l'IA générative que tu vas utiliser, tu vas avoir des conditions d'utilisation du coup qui peuvent te dire si tu as le droit de les utiliser ou pas et qui peuvent poser des conditions. Tu vois, est-ce que tu as le droit de l'utiliser à des fins commerciales ou est-ce que tu n'as pas le droit de l'utiliser à des fins commerciales? Donc, tu as ces questions-là qui se posent. Là, il suffit juste d'aller regarder les conditions d'utilisation. Et après, tu as d'autres questions qui se posent sur, OK, l'image, elle exige, j'ai le droit de l'utiliser, mais est-ce qu'elle m'appartient Ouais. vraiment? Est-ce que je peux avoir genre des droits d'auteur dessus? Et là, c'est plus, si tu veux, c'est plus flou. Il y a un gros flou, j'ai l'impression. Ouais, il y a un gros flou parce que le principe... Enfin, déjà, il y a deux choses. Il y a le fait que comme ça a été généré avec une IA générative, l'image, elle est générée... Enfin, toi, tu l'as générée, mais elle peut être générée par quelqu'un d'autre aussi en utilisant même un autre prompt. Et donc, du coup, souvent, dans les conditions d'utilisation, ils vont dire, OK, d'accord, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais par contre, quelqu'un d'autre peut l'utiliser aussi. Enfin, tu vois, ça veut pas dire que tu n'as pas un droit exclusif. C'est la différence entre pouvoir l'utiliser et être le seul à pouvoir l'utiliser. Ouais, c'est ça. Donc moi, si je suis une marque, je crée du contenu pour ma marque sur Midjourney, je peux l'utiliser. Par contre, si quelqu'un l'utilise, je pourrais pas l'attaquer en justice. Bah ouais, parce qu'en fait, tu as la question du droit d'auteur. Pour pouvoir avoir vraiment genre la propriété intellectuelle dessus, il faut que tu sois considéré comme l'auteur de ce qui a été généré par l'IA. Et là, le principe, c'est que en fait, il y a que les êtres humains qui peuvent être considérés comme des auteurs. Ok. Et du coup, pas une IA. Et comme l'IA n'est pas une autrice, ça ne peut pas transférer les droits non plus. Donc un peu la façon d'arriver quand même à avoir des droits d'auteur sur ce type de génération, c'est de se dire, OK, il y a un premier draft, une première idée, tu vois, qui est sortie de l'IA générative, et après elle est retravaillée de façon suffisamment importante pour pouvoir dire qu'en fait, elle a été créée par un humain, potentiellement avec l'assistance d'une intelligence artificielle, mais que le plus gros du travail créatif est réalisé par un humain. Et là où c'est flou, c'est qu'en fait, tu sais pas trop comment le cranter, ça.
Ouais, c'est un sacré bordel parce que, tu vois, l'intelligence artificielle générative, moi, je rabâche toute la journée que c'est un outil. Mmh. Donc, en fait, à mes yeux, j'ai envie de te dire que tu l'aies fait sur Photoshop ou sur Midjourney, en fait, à la fin, c'est ton outil de création. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de flou où on dit pas ça. On dit non, c'est l'IA qui l'a fait, c'est pas toi. C'est un peu complexe, quoi. Ouais. Bah, ouais, c'est complètement complexe. Tu as pas mal de cas justement sur, enfin pas mal de cas. Attends, tu commences à en avoir, mais ça reste quand même assez léger. Enfin, c'est nouveau, tu Mmh. vois, comme sujet juridique. Et tu vois, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de se dire, bon, bah, ok, t'as été assisté par une IA, il faut que tu le retravailles derrière pour montrer que c'est vraiment toi. Et surtout que tu gardes des éléments de preuve. Tu vois, Mmh. pour dire, ok, d'accord, il y a le premier, là, il y a le premier draft, voilà ce que j'ai fait derrière pour le différencier. Après, si tu veux vraiment l'utiliser et le valoriser financièrement, parce qu'en vrai, c'est ça l'idée derrière. C'est Mmh. pas avoir des droits pour avoir des droits. Ouais, ce que On s'en j'allais fout, dire, c'est c'est pour que que ça ait une valeur ça dépend financière. en fait de ton besoin de propriété intellectuelle. Si c'est juste Exactement. pour mettre une image dans ton deck pour décorer, en fait, Mmh, vas-y, quoi, utilise Midjourney. mmh. Si là, toi, t'en as besoin pour le protéger, par contre, là, t'as besoin de faire C'est ça. attention. Si c'est pour lancer une campagne de pub, par exemple, ou faire ton logo, ou faire un slogan, là, ça va avoir plus Ouais. d'impact financier. Et du coup, il faut beaucoup plus cranter le niveau de protection que tu mets derrière et Mmh. un peu les garde-fous que tu mets en place, quoi. Ouais, c'est toujours un peu un équilibre en fonction Complètement. de ton objectif. Mais tiens, d'ailleurs, une autre question. Si j'utilise une intelligence artificielle pour créer du contenu, est-ce que je suis obligé de le dire que je l'ai fait avec une intelligence artificielle? Alors, ben justement, c'est marrant. Dans l'AI Act, t'as une liste d'obligations un peu d'informations et de transparence. Et en fait, enfin, je sais pas, une réponse de juriste, ça dépend. Mais il y a des cas dans lesquels, ouais, tu vas être obligé. Par exemple, un cas que je peux te donner comme ça, c'est si tu génères un article avec une IA et que tu es un journal qui vraiment a pour vocation d'informer les gens, tu vas devoir préciser que ça a été généré avec une IA, sauf dans certains cas, si tu as une ligne Ok. éditoriale, si tu as un contrôle humain derrière, etc. Donc c'est toujours un peu oui et non, ça Ouais. dépend des cas. Par exemple, tu as aussi le cas où si tu mets un chatbot sur ton site de e-commerce, par exemple, pour que, tu vois, pour orienter Ouais. les clients, répondre à leurs questions, etc. Là, tu vas devoir faire en sorte que les personnes physiques, elles soient conscientes qu'elles interagissent avec une IA. Et du coup, de pas les tromper, tu vois. Je te donne un exemple hyper concret. Hier, j'étais appelé par un service, je sais plus si c'est ce qu'on voulait me vendre, c'était de l'énergie ou autre, et c'est une voix humaine. C'est une voix totalement humaine, mais c'est une IA d'ailleurs qui est assez mal faite parce Je l'ai que, eu, ouais. ouais, tu vois je pense qu'on a Ouais. tous eu la même. À aucun moment, elle m'explique que c'est une IA. Une IA. Non. Mais l'app, tu vois, pour le coup, déjà, je pense qu'on est dans une arnaque. Donc, Ouais, ça c'est mauvais. donc, bon, clairement, ils vont pas s'embêter à respecter quoi que ce soit. Mais je l'ai eu aussi et j'ai commencé à répondre en mode non, ça m'intéresse pas. Et en fait, j'avais vu que non. C'est Continuer. préenregistré, ouais. Ouais. Il y a un mec sur LinkedIn qui a mis une vidéo où en fait, lui, il a créé une IA Ouais. et il a été appelé par une IA et en fait, il met les deux à se parler ensemble. Et son IA, elle finit par énerver l'IA de celui qui l'appelle. C'est énorme. Ouais, et ça me fait penser à un autre truc. Hier, j'ai vu, je sais pas si tu connais O2, c'est un système, enfin c'est un truc de télécommunication au UK, et ils ont créé une IA pour répondre, tu vois, bah, justement à toutes les arnaques téléphoniques. Ok. Et du coup, fait passer un temps de fou aux scammers en les faisant répéter, tu vois, ils ont fait une espèce d'IA, genre une vieille ok. personne. Que tu peux mettre sur ton téléphone pour parler au Non, scammer. qui redirige le numéro de scammer vers cette c'est IA. Et tu vois, génial. par contre, tu peux leur envoyer les numéros de gens qui viennent te scammer pour leur faire perdre un temps de ouf. Tu nous donnes comment ça s'appelle? Elle s'appelle Daisy. Daisy. Daisy Ok. O2. Bah, on le mettra dans les commentaires, c'est Ouais. trop drôle. Ouais, Tu peux envoyer tes scammers et les faire parler avec une IA. c'est ça. Et tu vois, en plus, c'est hyper drôle parce que du coup, ils ont pris une vieille dame qui fait genre, elle comprend pas, qui répète Ouais. des trucs et du coup, qui passe 3 plombs à Ça me essayer de l'arnaquer, quoi. Ça me fait trop marrer parce que, tu sais, il y a aussi beaucoup, nous, avec nos clients, moi, j'ai une stat qui est assez dingue, c'est à chaque fois que je rentre dans un board de direction, je parle d'intelligence artificielle, il y a au moins une personne qui a été victime de deepfake. Tu vois, Ouais. franchement, c'est quasiment 100%. Donc, je me dis, en fait, faudrait créer un système où eux aussi, ils ont une IA et qui parle au deepfake, tu vois. Ouais, pour leur faire perdre du temps. Ouais. Est-ce que moi j'ai d'autres questions? Souvent c'est ça les questions qui reviennent, tu vois, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec l'IA et est-ce que je suis obligé de le expliquer quand je le fais? Donc aujourd'hui Ouais. c'est quand même hyper flou. Tu sais s'il y a des choses concrètes dans l'IA Act qui font que dans quelques années ça sera plus clair ou pas forcément?
Par exemple, sur l'information, ouais. T'as des cas dans lesquels faut informer. Et après, t'as aussi, parce que là on parle beaucoup de l'AI Act, mais en réalité t'as beaucoup le RGPD s'applique parce qu'il y a beaucoup de, en fait il y a beaucoup de data dans l'IA, autant en phase d'entraînement pour faire les jeux de données, que après en phase de prod où c'est des gens qui vont interagir. Du coup, ça va être plein de données personnelles. Toi, t'es expert du coup sur les deux RGPD Ouais. et IA Act, et en fait tu donnes des conseils. C'est toi après tu redistribues les cartes sur est-ce que c'est l'un ou l'autre C'est ça. Est-ce que c'est l'un ou l'autre? En fait, moi, comme ça fait hyper longtemps que je bosse dans l'IA, il n'y avait pas du tout l'AI Act quand j'ai commencé. Et par contre, il y avait beaucoup de RGPD qui s'appliquaient aux données et du coup à l'IA. Et après, plein de réglementations sectorielles en fonction de est-ce que tu es dans la banque, dans l'assurance. Et donc, du coup, maintenant que l'AI Act arrive, c'est plus une couche supplémentaire dans certains cas, sur certains types d'IA, tu vois, parce que, par exemple, c'est des IA à haut risque. Tu rajoutes des obligations par-dessus. Mais tout ce qui est données personnelles, ça s'applique. Et donc, du coup, tu as des obligations d'information tirées de données perso que tu vas, sur lesquels tu peux pas passer outre, quoi. Ok. Le deuxième chapitre que j'aimerais qu'on ouvre, c'est sur la responsabilité des entreprises, notamment. Moi, je suis une entreprise qui commercialise un produit A. C'est quoi? Mais disons que mon entreprise, elle utilise des IA, pas forcément des IA que j'ai faites, mais j'utilise des IA. Disons que j'ai ChatGPT, disons que j'ai une autre IA pour mon service juridique. C'est quoi mes obligations en tant qu'entreprise quand j'utilise ces outils-là? Alors, c'est une très très vaste, très très vaste question. Mais du coup, tu as des obligations t'as des obligations de RGPD parce que tu vas, par exemple, si on va prendre ChatGPT, tu vois. T'as des obligations de RGPD parce que tu vas utiliser des données personnelles dans tes prompts, par exemple, tu vois, si t'as les, je sais pas, un exemple, c'est le service commercial qui se dit, ok, d'accord, j'en ai trop marre d'écrire des mails et je vais demander à ChatGPT de m'écrire des mails. Du coup, je dis que, je sais pas, il y a Jean-Michel Pignard qui est Head of Sales de telle boîte. Tu donnes un peu des renseignements sur lui, c'est des activités LinkedIn, etc. Tu demandes de faire un prompt. Bah là, en fait, tu communiques, tu es en train de traiter des données personnelles. Potentiellement, selon le type d'abonnement que tu as avec OpenAI, c'est des données qui peuvent être réutilisées derrière pour que eux-mêmes entraînent leur modèle. Et donc, quelque part, en fait, sans ce traitement de données-là, tu respectes pas le RGPD. Ça, c'est un sujet c'est une question qu'on a tout le temps, c'est est-ce que je prends une licence payante ou est-ce que je prends une licence gratuite? Et en gros, la règle, c'est quand on prend une licence payante, ça nous permet d'avoir une privacy. Alors, la privacy, elle est assez légère puisque c'est un engagement d'OpenAI ou de Copilot à ne pas réutiliser vos données. Est-ce que pour toi, c'est suffisant, ça, ce niveau de privacy? Ça va dépendre du domaine dans lequel tu es. C'est dans un domaine hyper sensible, pas nécessairement. Et sinon, en réalité, tu vois, c'est vraiment un principe c'est un peu du bon sens, dans le sens où, en fait, on a besoin. Effectivement, tu vas prendre le niveau de privacy qui est le plus élevé, et quelque part, tu vas être obligé de leur faire confiance derrière sur est-ce qu'ils réutilisent les données ou pas. Mais en fait, c'est à ça que ça sert le droit, c'est à mettre des cadres et à faire en sorte que si la personne en face ne le respecte pas, tu peux derrière l'attaquer et potentiellement avoir des dommages à intérêts. C'est intéressant ce que tu dis parce que l'engagement qu'ils prennent, même s'ils le font pas, à minima, toi en tant qu'entreprise, t'es protégé parce que s'ils le font pas, et tu vas pouvoir les attaquer. C'est ça. Après, ça peut être plus ou moins. On peut repartir sur est-ce que c'est facile de les attaquer, combien ça coûte, quel temps ça prend, etc. Mais disons que s'ils le font pas, globalement, collectivement, il y aura une action qui est possible. C'est ça. Il y aura plusieurs personnes qui vont sûrement les attaquer et eux, ils n'ont pas intérêt à le faire, même en termes d'image de boîte, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres grandes obligations à laquelle tu es confronté sans forcément, tu vois, l'avoir en tête quand tu es une entreprise qui utilise des outils d'IA? Alors, tu as le côté données personnelles, après tu as le côté données confidentielles qui est hyper important parce que si tu communiques pareil, ChatGPT, des données confidentielles, soit c'est tes données confidentielles de ton entreprise qui peuvent être réutilisées derrière, donc en fait tu perds de la valeur, parce que ça pourrait tu vois, être régurgité à des concurrents ou alors même de façon mal intentionnée, quelqu'un qui essaie de les récupérer. Après ça peut être aussi les données confidentielles de tes partenaires, tes clients, tes fournisseurs, tu vois. Et donc, du coup, là, tu respectes pas un NDA, donc tu peux avoir des conséquences financières derrière. Tu as des questions tu vois, après, tu as aussi des questions de gouvernance, de comment est-ce que, du coup, tu mets en place dans une entreprise des personnes ou une équipe de gens qui sont chargés de vérifier que, en fait, les outils d'IA qui sont utilisés, ok, ils sont validés et il n'y a pas de risque pour l'entreprise. Donc, ça, c'est gouvernance, charte IA. Et après, tu as tout ce qui est un peu, tu vois, envisager l'AI Act.
comment est-ce que on se dit, comment est-ce qu'on envisage dans le temps que justement qui est imparti jusqu'à ce que ça entre vraiment en application, se dire ok, nous on utilise tel et tel et tel et tel système d'IA. Est-ce que c'est des systèmes qui peuvent être interdits? Ça paraît, c'est plutôt rare. Est-ce que c'est des systèmes qui sont à haut risque? Ça peut être hyper courant parce que tu vois par exemple dans le cadre du recrutement, il y a plein d'entreprises différentes, même si c'est leur cœur d'activité, c'est pas vraiment de faire de l'IA, qui peuvent utiliser ce type de logiciel. Et une fois que tu sais si tu as des systèmes d'IA, tu peux identifier ta qualification, parfois tes fournisseurs, parfois tes déployeurs. T'en as d'autres, mais ça, c'est les deux principales. Et en fonction de ça, quelles sont tes obligations? Okay. Donc, tu vois, il y a vraiment, pour l'instant, ce travail de cartographie un peu de, OK, qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on va devoir faire derrière? Ok. Ouais, sachant que j'ai l'impression qu'on est un peu à l'ère... c'est un peu comme l'ère pré-RGPD à l'époque, où moi, je travaillais dans la publicité digitale. Donc, en fait, c'était le Far West. Tu vois, tu pouvais faire tout n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu le Far West de l'IA. Tu peux faire tout n'importe quoi. Et en fait, il faut commencer cette cartographie dont tu parles pour déjà anticiper en fait une régulation qui va arriver et qui va potentiellement avoir un impact un peu sur la façon dont on utilise les données et l'IA, quoi. Ouais, complètement. Oui, il y a un parallèle qui est souvent fait avec le RGPD. Le truc, c'est qu'en fait, avec le RGPD, ok, c'était un nouveau texte, mais il y avait quand même une directive qui existait et puis une loi aussi. Donc, c'était des sujets qui existaient déjà, tu vois, en France et en Europe. Là, on est sur un truc où il y avait quasiment pas de réglementation de l'IA. Les gens faisaient pas forcément attention, tu vois. Soit tu étais spécialisé et tu connaissais ça et c'est avec un côté un peu techos, soit en fait tu le découvres et du coup même il y a des entreprises qui utilisent déjà de l'IA depuis longtemps et qui l'avaient pas identifié, tu vois, comme de l'IA et justement là elles vont devoir le faire. Donc en fait on part de plus loin. Donc la marche à rattraper, elle est... Donc il y a du boulot, quoi. Ouais, il y a du boulot. En gros, c'est ça. J'aimerais qu'on parle un peu de l'éthique et de l'IA. Ouais. C'est quoi pour toi les gros risques éthiques liés à l'intelligence artificielle? Alors, encore une question hyper large. Ouais, je te laisse prendre le chemin que tu veux. C'est hyper large. Et alors, t'en as à peu près 7 qui ont été répertoriés par un groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle au niveau européen et qui ont fait un rapport qui a servi un peu comme base à l'AI Act. Mais moi, si tu veux, ce dont je peux te parler, enfin, les gros principes éthiques, c'est ce que je vois le plus, c'est tout ce qui est faire en sorte d'avoir des algos qui sont pas biaisés, qui du coup sont pas discriminants. Ouais. Là, t'en as un peu t'as quelques règles là-dessus pour les IA au risque uniquement dans l'AI Act, qui te donne un peu des guidelines à suivre. Enfin, c'est assez léger, mais qui en tout cas oblige les fournisseurs d'IA à prendre ça en compte. Et pourquoi est-ce que je trouve ça hyper important? Parce que t'as déjà pas mal de cas, tu vois, de discrimination avec des algos qui sont arrivés pas mal aux États-Unis. Je sais pas si tu connais Joy Buolamwini, qui est une chercheuse et qui a fait qui a fait des études là-dedans, qui a fait des recherches, qui a publié des papiers, un qui s'appelle Gender Shades et après un livre sur son... Gender Shades, ça dit quelque chose? Ça me parle. Ok, bah c'est elle. Ok. Et après, elle a fait un livre qui est sorti il y a pas très longtemps sur vraiment tout son travail là-dessus, donc qui reprend Gender Shades et d'autres, qui s'appelle Unmasking AI, où vraiment elle va donner des exemples du fait que tout ce qui est reconnaissance faciale, donc du coup tu vois, c'est un peu genre les modèles de base, les algos de base qui vont être utilisés après par l'industrie, ils ont été entraînés principalement sur des bases de données qui comprennent plutôt des hommes, plutôt blancs, même en majorité, et du coup qui ont des super mauvais résultats plus ta peau est sombre, plus les résultats se dégradent, et plus t'es une femme, plus tes résultats se dégradent. Il y avait un exemple que tu pouvais faire. Et d'ailleurs, c'est en train de s'améliorer. Mais si ça s'améliore. Ouais, ça s'améliore. Mais il y a encore quelques mois, si tu tapais sur ChatGPT, dessine-moi une personne qui est au travail, c'était quasiment tout le temps un homme. Dessine-moi une personne qui fait à manger, c'était souvent une femme. Et c'est en train de s'améliorer parce que justement, moi, c'est un exercice que je fais souvent quand je suis en formation et maintenant, du coup, je la déteste, tu vois, au fur et à mesure. Et ça s'améliore un petit peu maintenant. Ils testent. Il y a eu aussi l'IA de Google qui, en fait, a fait l'inverse et qui a été très wokiste. Donc, c'est pas facile non plus comme question. Non, c'est pas facile. Mais tu vois, juste pour revenir sur la différence, parce qu'en fait comme ça on dit oui bon ok d'accord c'est moins performant, mais en fait ça a des vraies conséquences, tu vois, sur par exemple des conséquences. T'as des gens qui ont été aux États-Unis qui ont été arrêtés, voire qui ont été envoyés en prison parce que en gros les flics ont repris des caméras de vidéosurveillance, ils les ont matchées avec de leur logiciel policier pour identifier le suspect, tu vois, avoir un nom, un prénom.
Et du coup, ils se sont trompés. Enfin, comme ils ont des moins bons résultats Ouais. sur les personnes qui ont plus leur peau est sombre, plus ils ont de mauvais résultats. Du coup, ils ont mis des gens en prison juste sur ce fondement, quasiment juste sur ce fondement. Si t'as la moins bonne donnée, t'as un AIA qui est plus, C'est gros, ça. t'as une probabilité qui est moins forte et tu fais des Exactement. erreurs. Et du coup, ils se disent, ah oui, mais non, en fait, parce que t'as aussi le biais de dire, non, mais attends, c'est une machine. Donc, du coup, c'est neutre, tu vois, comme façon de faire. Et on peut lui faire confiance parce que justement, c'est pas quelque chose d'humain. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça marche à la limite avec la science normale, tu vois, où c'est des mathématiques. Ouais. Alors que là, on est sur une IA qui a été entraînée sur de la donnée qui est sur Internet, qui est biaisée de base, tu Qui est vois. biaisé de base. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est qu'avant avant que ça devienne, nous, tu vois, ça nous paraît hyper naturel maintenant, mais justement, grâce à son travail à elle, en partie. Mais en fait, avant, c'était pas comme ça. Et tu disais, ok, c'est la science, c'est bon. Ouais. Et du coup, faire ce travail-là et un peu te débiaiser tout seul, de dire non, en fait, c'est pas parce qu'il y a une IA que c'est forcément réglo, c'est important. Et justement, dans les actes, ils reprennent ce genre de, ils reprennent ça. Par exemple, sur les biais, ils vont t'as des obligations tu dois former les personnes qui vont utiliser les IA à reconnaître quand elles peuvent être potentiellement biaisées, à leur apprendre que c'est pas parce que c'est une IA que c'est forcément bon. Enfin, tu vois, elle peut se tromper, il peut y avoir un biais à la base. Et se détacher aussi du résultat. Qu'en fait, si le résultat est te paraît pas correct, bah, t'es pas obligé de le suivre et tu peux te dire, non, ok, exercer en fait c'est ce qui s'appelle le contrôle humain, exercer ton contrôle humain pour dire, non, c'est pas ouais. Et je trouve qu'un des gros messages, c'est que, selon moi, c'est un super outil pour les experts. Parce qu'en fait, un expert, son rôle, c'est quoi? C'est justement d'avoir un point de vue et de décider. Mais si tu t'enlèves cette capacité de décider à la fin et que tu la donnes totalement à la machine, pour moi, là, il y a un risque qui est énorme. Parce qu'il y a un risque de biais éthique, il y a un risque de biais de résultat. C'est le monde de Narnia qui souffre, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, si tu veux, les biais, dans ce que tu as en tête, sur les biais, tu te dis, c'est une erreur, ça n'a pas été fait de façon volontaire, tu vois. Mais si tu le fais de façon volontaire, et du coup que tu l'utilises, bah, en fait, tu vois, c'est un peu le principe de la désinformation. Si tu le fais de façon volontaire ou de la manipulation, si tu le fais de façon volontaire, là, ça devient complètement catastrophique et tu arrives à faire de la propagande et à manipuler des personnes, quoi. Non, il y a un vrai sujet sur la manipulation, sur ce que tu as dedans, etc. Moi, il y a un risque que je trouve fort, je sais pas si c'est lié à l'éthique, c'est l'anthropomorphisme. Le fait que les gens confondent en fait l'IA avec l'humain. Et tu vois, on est tous polis avec ChatGPT. Enfin, tu vois, c'est une des premières règles que j'ai suivies, que en fait, ça sert à rien d'être poli techniquement. Et je trouve que c'est un risque qui est logique quand tu y penses parce que ça fait depuis qu'on est né qu'on nous apprend que le langage c'est pour parler à un autre humain et là aujourd'hui on utilise le langage pour parler à une machine, donc il y a beaucoup d'histoires d'ailleurs assez tragiques où en fait l'humain a pensé que l'IA avait une conscience, etc. C'est un risque toi que tu t'entrevois aussi, c'est peut-être moins lié au droit mais tu vois plus... Bah ouais, si ça reste parce que du coup t'as une sorte ça peut devenir de la manipulation et c'est aussi pour ça que tu as cette espèce d'obligation de dire quand tu interagis avec un chatbot, enfin avec une IA de façon plus large, il faut que ce soit identifié comme étant une IA pour pas que justement tu aies ce truc là. Ouais, ça c'est prévu quand même. OK, ouais. Ouais, ça c'est prévu. Et effectivement, t'as eu plusieurs cas là-dessus sur des gens qui créent des liens avec des IA et qui au final souvent sont un peu, tu vois, en détresse psychologique et qui parfois se suicident derrière parce qu'en fait l'IA a été entraînée de telle façon à être toujours dans ton sens et à être toujours d'accord avec toi et donc du coup à pouvoir vraiment t'entraîner dans... Bah t'as un cas qui est arrivé récemment et qui est absolument terrible, mais je pense que c'est aussi notre rôle que d'en parler, où du coup tu as un jeune américain qui discutait avec une intelligence artificielle qui prenait pour sa girlfriend et il commençait à parler de suicide. Et en fait, l'IA répondait avec des mots un peu, justement, pas très clairs, en disant oui, on va se rencontrer aujourd'hui. Donc, il y avait une énorme interprétabilité qui a été interprétée comme ah ben on va se rencontrer aujourd'hui, c'est passer à l'acte. Et ça, pour moi, c'est un gros sujet d'éducation et du coup de régulation. Pour moi, faut qu'il y ait les deux en fait pour que ça puisse fonctionner correctement, quoi. Complètement. Et c'est marrant parce que du coup, là, il y a ce cas-là, mais il y avait un cas l'année dernière en Belgique où là, pour le coup, c'était pas un adolescent, c'était un homme adulte, tu vois, qui avait une femme, des enfants, enfin, donc quelqu'un qui était censé, en tout cas être grand, quoi. Ouais. Et du coup avoir plus de recul là-dessus. Et t'as tous les cas. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Replica. Non. C'est une boîte qui fait
des IA pour que ce soit genre soit tes boyfriend, girlfriend, soit genre juste des amis. Ok. Et donc tu le crées tu le crées, tu peux discuter avec lui, tu peux l'avoir en visio, et vraiment ça te permet de créer un lien. Et le truc c'est que derrière en fait, eux ils ont une offre qui est payante, tu vois, c'est une entreprise quoi, c'est lucratif. Et du coup à quel point est-ce que ils utilisent le lien qu'ils créent pour leur rendre l'addiction, augmenter l'addiction, passer sur sur des abonnements qui sont payants, etc. quoi. Tu avais une super émission sur Arte qui parlait du business des applications de rencontres, où je fais le parallèle parce que là, c'est pareil. En fait, l'algorithme, et donc l'algorithme, il est là pour te faire rencontrer le plus de personnes, et le but, c'est que tu passes le plus de temps sur Tinder. Donc, en fait, la finalité, c'était aussi te faire rencontrer des gens avec qui tu vas matcher. Mais en fait, l'algo était entraîné pour que tu matches un peu, mais pas trop, parce que toi, il faut que tu restes sur l'application. C'est ça. Donc, c'est un peu pareil. En fait, l'algo, il est entraîné pour que tu crées du lien, parce qu'en fait, il y a un intérêt capitalistique derrière, quoi. Et là, du coup, on retombe sur un principe éthique qui est le principe de loyauté. L'idée derrière, c'est que l'IA fait ce qu'elle dit qu'elle fait, et que justement, du coup, elle te trompe pas, tu vois. Non, vas-y, pardon. Non, mais c'était juste pour rebondir que du coup, elle te fait pas qu'elle te fait vraiment rencontrer quelqu'un pour que tu arrêtes l'appli, et pas pour que tu rencontres 15 000 personnes et que tu restes le plus longtemps possible sur Tinder, quoi. T'as d'autres exemples de grands principes éthiques qui te semblent importants Ouais, alors là par exemple j'ai un autre exemple en tête c'est plutôt un peu un sous-principe qui est un principe éthique qui disait qu'en gros à chaque fois que tu t'interagis avec l'IA, de la même façon il faut qu'elle ait le même résultat, qu'il y ait une sorte de fiabilité de l'IA, et ça on voit que c'est un des principes éthiques qui a été soulevé, mais en réalité avec l'IA générative, c'est pas du tout le cas, parce que même avec le même prompt, on peut avoir des résultats assez différents. Ce que j'allais dire, c'est le propre de l'IA générative que d'avoir un aléa qui fait que même si ton prompt il est hyper complet, sur le même résultat. Et je pense que ça doit pas être facile si ton rôle c'est de travailler sur l'IA Act, sur une technologie qui est nouvelle comme ça. Moi, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est qu'en fait, le texte, il soit incomplet, soit trop dur certains niveaux, parce que c'est hyper compliqué en fait. L'AI Act, ouais, il est hyper compliqué. Enfin, il est hyper compliqué, et surtout, il est très large, il s'applique à plein de types d'IA différents. T'as plein de principes avec des exceptions qui sont souvent en termes assez larges, assez flous. Et du coup, ça crée... Alors, le but, c'était de créer, tu vois, une sécurité juridique où on sait exactement ce qu'on doit faire. En fait, il y a quand même des portes qui sont ouvertes, et sur certains cas, il est possible des grosses marges d'interprétation qui sont possibles. Okay. Et donc, du coup, mais bon, ça, c'est le propre du droit, quoi. Tu penses quoi d'une IA non régulée? Moi, je pense que c'est hyper dangereux, une IA non régulée, parce que ça permet tout. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, elle est utilisée autant par les bons que par les méchants. Et du coup, ça permet. C'est un peu, t'ouvres la boîte de Pandore, quoi. Tu penses quoi des choix politiques qui sont en train de se passer en ce moment aux États-Unis? Alors, j'ai l'impression que, pour le coup, sur le principe de l'IA non régulée, ils sont à fond. Et c'est dommage parce que Biden avait ouvert plutôt la porte vers une régulation. Là, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Et je trouve ça dangereux. Je trouve surtout ça dangereux en termes de surveillance. Parce que, c'est assez basique comme raisonnement, mais c'est se dire... En fait, quand on regarde les dérives totalitaires du 20e, on se dit que si les personnes étaient fichées, identifiées, retrouvables à n'importe quel moment, en fait, ça aurait été encore plus catastrophique que ça l'a été. Du coup, maintenant qu'on a cette technologie-là, si on l'encadre pas, et qu'on l'encadre pas vraiment pour protéger en fait les individus, un peu contre les entreprises, mais surtout contre les États et contre des dérives de j'ai trop de pouvoir, j'ai envie d'en profiter. Ça peut être hyper dangereux, et du coup, faut faire gaffe avec ce qui se passe aux États-Unis pour pas qu'il y ait une surveillance à tout moment de chaque personne. Et en plus de la surveillance, il y a des capacités de propagande derrière qui sont de désinformation en fait, qui sont faramineuses, quoi. Ouais. Moi, j'ai cette image où, tu vois, par exemple, moi, j'aime le sport. Et je me dis, en fait, l'innovation, c'est un peu comme le sport. Tu vois, là, on a un nouveau sport. Disons que là, c'est un nouveau sport. Le sport, c'est génial. Mais quand il n'y a aucune règle, ça dégénère vite. Ouais. Tu vois, tu mates un match de basket, il n'y a pas de règle. C'est du MMA, quoi. C'est du MMA. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe. C'est que c'est super. L'innovation, elle est exceptionnelle. S'il n'y a pas de règle du tout,
ça risque de potentiellement dégénérer, quoi. Ouais, complètement. Et tu peux regarder, et du coup, tu peux faire aussi un parallèle avec ce qui se passe en Chine, par exemple, où tu vois que ça commence quand même à pas mal dégénérer et qu'ils utilisent, enfin, en gros, l'État utilise aussi la technologie vraiment pour encadrer les personnes, mais aussi pour museler ceux qui protestent contre l'État. Et en fait, pouvoir protester contre l'État, c'est hyper important parce que ça permet de faire un contre-pouvoir Mmh. et d'avoir une vraie démocratie, quoi. Ouais, et on avait un peu travaillé ensemble sur un article sur l'IA dans le monde et notamment en Chine où on voit que la Chine c'est 30 fois plus d'investissement que l'Europe entière Ouais. et que comme tu dis, quand il y a en fait, il y a l'IA au service d'une idéologie et que derrière, quand tu mets beaucoup de moyens au service d'une idéologie qui est totalitaire, en fait, les moyens sont fous. Tu peux empêcher d'aller au restaurant si t'as pas attendu que le feu soit vert pour Ouais. traverser. Et bon, il y a autant de dérives que d'idéologie, quoi. C'est fou. Et là, t'avais un reportage sur Arte il y a quelques semaines qui s'appelle Sous l'œil de Pékin, où en fait, c'est un documentaire et ils suivent des avocats et des journalistes qui essayent de faire en sorte que les droits des individus soient respectés, tu vois. Mmh. Et donc du coup, qui sont contre l'État. Mais c'est même pas des activistes pour les libertés à fond. Enfin, tu vois, c'est juste Mmh. ils essayaient de faire respecter certaines lois et certaines lois, tu vois, sur des questions immobilières on n'a pas le droit d'exproprier les gens à tel endroit Mmh. pour construire un projet, et qui du coup se sont fait complètement surveiller par l'État chinois, et qui ont même perdu, si tu veux, leur capacité de se déplacer parce que Mmh. du coup ils sont suivis, les policiers les arrêtent parce qu'ils savent où ils Ouais. sont, ils les font un barrage, ils leur disent qu'ils n'ont pas les bons papiers, qu'ils n'ont pas la bonne version du pass sanitaire parce que c'est au moment du Covid, Ouais. que du coup ils peuvent pas passer. Ils mettent des gens physiquement aussi devant leur porte, ils installent des caméras qui regardent chez eux. Enfin, on est vraiment sur un truc. Ouais. En fait, quand on regarde, mais c'est pire que 1984, quoi. Ouais. On est passé sur un autre truc. C'est les épisodes de Black Mirror qui sont, il plus besoin de les tourner, ils sont déjà là, Ouais, quoi. c'est ça, c'est exactement C'est ça. fou. Bon, ça va, t'as encore du boulot, toi, du coup. T'as pas mal de taf. Ouais, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire, il y a des droits à défendre, ouais. On arrive à la fin de l'épisode. Si on a envie d'en savoir plus un peu sur le droit et l'IA, est-ce que tu as des plateformes sur lesquelles on peut te suivre? Ouais, carrément, sur LinkedIn, Clara Ripo. J'ai aussi mon site internet, enfin le site du cabinet qui s'appelle acme-avocat.com. Et puis après, en vrai, le plus facile, c'est sur LinkedIn. Je poste régulièrement et vous pouvez directement me contacter, m'envoyer des messages là-dessus. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup. C'était hyper enrichissant. Donc merci pour ton temps. Merci à toi, c'était trop cool. Merci. Bye bye.